Si vous voulez bien vous asseoir et faire silence, nous allons reprendre. C'est le dernier acte de notre colloque. Et c'est une confrontation, si l'on peut dire, très amicale, que j'ai voulu entre Christine Sotermester et Pierre Assouline. Christine Sotermester, on l'a déjà présentée tout à l'heure, mais peut-être certains d'entre vous ne la connaissent pas. Elle est membre de la Société d'études céliniennes, presque de fondation. Elle a participé à combien de colloques? Au moins une dizaine. Au moins une dizaine. Disons plus de 10 colloques, toujours, et tout à l'heure, de façon, comme d'habitude, très intéressante. Elle est professeure, ou a été professeure à Hambourg, nous sommes bien d'accord, et elle a écrit 2 livres, Céline vociférant ou l'art de l'injure en 2003, et ensuite un autre livre, Céline à Sigmaringen, pour lequel elle est là aujourd'hui, pour cette confrontation. Voilà. Alors, à ma droite, j'ai Pierre Assouline. Tu m'autorises à te tutoyer, puisque nous nous tutoyons dans la vie. Je connais Pierre Assouline depuis des années. C'est un grand écrivain et un homme d'une très grande qualité que j'apprécie pour de multiples raisons. Il est membre de l'Académie Goncourt, comme chacun sait. Il a écrit combien? 20 livres? Peut-être plus. Probablement plus, à la fois des biographies ou des romans. Et il a écrit un livre admirable en rapport avec Céline, que tous les Céliniens connaissent, c'est Le fleuve Combel. À propos de Lucien Combel, c'est d'ailleurs Lucien Combel qui nous a présenté l'un à l'autre, et c'est grâce à lui que je t'ai connu. Voilà, alors lui vient de publier un roman, appelons ça un roman, qui s'appelle Sigmaringen, qui a rencontré un très grand succès de librairie et qui était encore, les semaines dernières, peut-être encore cette semaine, parmi les meilleures ventes. Donc, 2 écrivains qui écrivent tous les 2 sur Sigmaringen, mais de manière différente. Christine Sotermester, c'est l'historienne qui a fait un travail d'historien considérable et qui s'en tient à notamment des portraits de tous les gens qui interviennent à Sigmaringen avec un regard nouveau sur certains d'entre eux. Je pense à Déa, par exemple. Et puis, Pierre Assouline a son habitude, car c'est un récidiviste. Il a déjà fait la même chose dans Lutetia. Vous avez un fond historique qui est absolument impeccable, mais il y a dans le livre des personnages qui sont complètement inventés. C'est donc à la fois le livre d'un historien et le livre d'un romancier. Et j'ai voulu leur demander, on va poser les premières questions à Christine Sotermester, parce que tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Honneur au sexe faible. Pourquoi avez-vous écrit sur Sigmaringen et donc d'un château à l'autre? Première question. Quelles ont été vos grandes découvertes? Je dois dire que vous avez eu accès, vous allez le dire, au journal de Marcel Déa, qui est absolument important et que vous citez très souvent dans votre livre. Et voilà, parlez-nous de l'idée qui vous a conduit là et de ce que vous avez découvert par rapport à ce qui avait déjà été écrit sur Sigmaringen. Bon, alors d'abord, je dois vous dire tout de suite que je ne suis pas historienne. Je suis avant tout une linguiste et une littéraire. Donc, ce qui m'intéressait toujours chez Céline, ce qui m'intéresse chez Céline, c'est avant tout le texte, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, son vocabulaire. Et maintenant, si je me suis intéressée à Sigmaringen, je me suis d'abord intéressée à D'un château à l'autre. J'avais écrit sur D'un château à l'autre, en particulier sur le personnage du médecin à Budapest. J'avais fait une conférence sur le médecin dans D'un château à l'autre à Budapest. Et puis alors, voilà ce qui est arrivé. Il est arrivé qu'un ensemble de recherches céliniennes se sont rencontrés à propos justement de Sigmaringen de D'un château à l'autre. D'abord, il y a eu ce film de Thomas Tilsch, je ne sais pas si vous le connaissez, sur
D'un château à l'autre, qui est un film très poétique. Thomas Tilsch avait tout un groupe autour de lui. Ils ont été à Sigmaringen. Ils ont parlé avec en particulier avec le directeur, l'ancien directeur, enfin il était à l'époque, je crois encore, directeur des archives de Sigmaringen, et ce directeur a écrit pour les études céliniennes, la revue des études céliniennes, il a écrit un article sur la présence du gouvernement, la fin du gouvernement de Vichy à Sigmaringen, un article de 17 pages, où il mentionne, par exemple, le journal que les collaborateurs publiaient à Sigmaringen, La France. Il s'étonne que Céline ne soit pas mentionnée dans La France. Enfin, il y a différents détails sur Céline dans son article, et ça a donné l'idée à Émile Bramy et à André Derval de faire appel à moi. Je vis en Allemagne et j'ai donc beaucoup écrit sur Céline, les rapports de Céline et de l'Allemagne, et ils sont adressés à moi. J'étais un petit peu sceptique au début, et puis je me suis mis à relire donc D'un château à l'autre, et à lire tout ce qui a été écrit, tout l'arrière-plan historique, à travailler sur l'arrière-plan historique D'un château à l'autre. Alors, parmi toutes ces découvertes, il y avait déjà des livres d'histoire, il y a des livres d'histoire, 3 livres d'histoire au moins, qui ont déjà été écrits sur Sigmaringen. Il y a en particulier le livre, à mon avis, qui fait date parce qu'il est écrit en plus de manière très vivante. C'est le livre d'Henri Rousseau. Ensuite, il y a Jean-Paul Cointet qui a écrit également sur Sigmaringen. Il y a Brissot qui a écrit sur Sigmaringen. Il y avait également le rapport de Schielemans, qui était le médecin qui devait remplacer Ménétrel à Sigmaringen. Je crois qu'il a beaucoup inspiré Pierre Assouline. Schielemans ce qui est intéressant chez Schielemans, c'est qu'il présente Céline qui a une certaine autorité, dans la mesure où Schielemans, voyant qu'il n'arrivait pas à être médecin auprès de Pétain ne voulait absolument pas le recevoir. Pétain était fâché que Ménétrel ait été renvoyé. Il décide, puisqu'il venait d'un stalag, on l'avait fait venir d'un stalag pour remplacer le docteur Ménétrel, il décide de repartir dans son stalag, et puis il prévient Darnan qu'il va partir, il veut partir, et Darnan prévient Brinon, le président de la commission gouvernementale, et Brinon enferme Schielemans dans sa chambre en disant il ne partira pas. Et c'est Céline qui interviendra auprès de Brinon pour permettre au docteur Schielemans de repartir dans son stalag, ce qui prouve, alors quand on compare avec D'un château à l'autre, on a un personnage qui est en dehors de toute cette bande de fantoches, ce qui montre quand même que Céline jouissait à Sigmaringen d'une certaine autorité, puisqu'il arrive à faire repartir ce médecin dans son stalag. Bon, c'est un des intérêts, je crois qu'il y a d'autres intérêts de Schielemans. Alors, c'était à peu près ce qu'il y avait d'important sur Sigmaringen. À cette époque-là, également, une autre publication qui est arrivée, c'est la publication du journal de Gabold, de l'ancien ministre de Vichy. Et Gabold, son journal a été publié par son petit-fils. L'intérêt de ce journal de Gabold, c'est qu'il nous présente également un Céline
un peu mondain, puisque Céline va à la table des ministres, des ministres sommeillants, pas des ministres actifs, mais des ministres sommeillants. Et on voit Céline reçue par Gabold, Laval, etc. Et ce qui est également intéressant chez Gabold, c'est qu'on voit exactement les chamailleries entre les ministres actifs et les ministres sommeillants. C'est Gabold également qui parle de la présence encore dans le château d'une princesse. Vous en donnez deux. Il y en a deux, oui, de deux. Il parle de deux princesses, oui? Oui, bon, d'accord. Il parle de deux princesses qui sont encore au château, dont l'une a l'âge de Pétain. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment Céline a transposé cette princesse, puisqu'il l'a fait surgir au moment de la révolte des petites gens de la collaboration. Il l'a fait surgir d'un rocher et lui donne d'ailleurs un nom qui n'a absolument pas le nom qu'elle avait en réalité, et donc elle intervient là. Bon, c'était à peu près, il y a également le journal de Corinne Lucher qui était encore là. Il y avait les lettres des années noires qui fait paraître l'ami Bonny, l'ami suisse, qui est Bonny, qui était le traducteur de l'ambassade et qui a connu Céline à Baden-Baden, qui a correspondu avec Céline alors que Céline était à Berlin et à Kränzlin. Et c'est grâce à Bonny et son intervention que Céline a pu venir, mais avec beaucoup, dans les lettres, on voit beaucoup de réticence. Il est venu quand même à Sigmaringen, grâce donc à l'intervention de Bonny. Et puis, il y a également Oltramar, un autre ami suisse, qui a écrit également des mémoires, Les souvenirs nous vengent, et qui présente également un portrait de Céline. Il y a également Rebattet, le journal de Rebattet, qui est là, qui présente un Céline, je dirais, sur un ton un petit peu exalté, et donc il fallait vérifier tout ça. Et puis, il y avait également dans quelques petites annotations dans les cahiers de Lerne sur le journal de DA. Et j'ai été un petit peu intriguée parce que DA emploie différents noms. Et j'ai été un peu intriguée par le nom de Javet. Alors Javet, j'ai fait des recherches, Javet, il n'y a pas de Javet, il n'y avait pas trouvé de Javet. Et puis j'ai eu l'idée donc d'aller aux Archives nationales, un parcours du combattant, mais enfin je suis arrivée quand même à dégoter le journal de DA, écrit, ou c'est recopié, ou c'est écrit par DA lui-même, j'en sais rien, ce sont des cahiers. Et là, j'ai découvert des cahiers sur Sigmaringen. DA a tenu à peu près jour par jour son journal sur Sigmaringen, et ce Javet est Henri Jamet. Henri Jamet est un personnage, il y a Claude Jamet qui n'a pas été à Sigmaringen, qui est resté à Paris et qui a connu les persécutions qu'on sait, qu'il a écrit dans un livre, Fifi Roi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Puis il y a également Henri Jamet avec un Y. Et Henri Jamet était à l'origine, je crois, le directeur des éditions Balzac, Kalman Levy arianisé, hein, c'était ça. Et il avait comme fonction de représenter les Français à Plauen.
à Plauen, qui est à la frontière tchèque, et il avait l'intention de publier des ouvrages de la colonie française, donc en Allemagne, de Sigmaringen, à Plauen. Et l'intervention entre Céline et le scandale qu'a fait Céline, qu'il reproduit dans son procès, mais qu'il ne reproduit pas dans D'un château l'autre. C'était ça qui est également intéressant, et qui est ce scandale qui est certifié et par Epting, le directeur de l'Institut allemand à Paris, et par Rebattet, par Céline uniquement lors de son procès. Ce scandale est retranscrit par Déa comme une corrida entre Jamais et Céline. Céline faisant un scandale en disant « Jamais je ne publierai pour vous, pour votre maison d'édition. Ici, c'est la banlieue de Kattine et je propose de fonder un club des amis du Père Lachaise. Merci. Voilà. Bon. Bon, alors ce sont... et puis, j'ai pu voir également dans ce journal de Déa comment Déa faisait énormément... Enfin, il avait une énergie et il essayait de faire un tas de choses pour l'enseignement, pour la santé. Il faisait des réunions avec en particulier le docteur Knapp. Or, le docteur Knapp, c'était le représentant d'Aobold à Reims, donc dans la trilogie, le représentant d'Aobold à Paris. Donc, Knapp, donc il y avait également tout un côté de personnages allemands qui étaient à Sigmaringen. Donc, Déa également n'était pas le personnage présenté dans D'un château l'autre, parce que qu'est-ce qui se passe dans D'un château l'autre? Déa est présenté comme allant se promener dans les bois et réfléchissant à l'Europe burgonde, dit Céline. Donc, c'est tout. Rien sur Déa. Or, Déa, dans son journal, nous parle également des rencontres avec Céline, des cafés qu'il prend avec Céline et des discussions qu'il a avec Céline. Bon, ce sont alors... C'est un point très important de votre livre. C'est un point peut-être important de mon livre, oui. Alors, c'est ceci. Et puis, je suis allée à Sigmaringen, et à Sigmaringen, j'ai consulté les archives. Les archives ont ceci d'intéressant, c'est qu'on voit comment les Français sont arrivés à Sigmaringen, tous ces collaborateurs français sont arrivés à Sigmaringen en chassant toute une population qui s'était réfugiée, une population du nord de l'Allemagne, de l'est de l'Allemagne, qui s'était réfugiée, c'est-à-dire qu'ils ont, du jour au lendemain, non seulement le prince a dû quitter le château pour des raisons politiques, parce que le prince était accusé d'avoir des connivences avec les Alliés par l'intermédiaire d'un cousin ou d'un parent de Roumanie. Mais une partie de la population a dû quitter du jour au lendemain Sigmaringen. Les hôtels, le Löwen, le Beeren ont été réquisitionnés par ordre des Allemands de Paris. Et toute une partie de la population a dû disparaître. Alors, on écrivait aux gens, vous devez quitter votre maison, vous irez à tel et tel endroit, le train part demain à telle et telle heure, ou dans 2 jours à telle et telle heure, et si ça ne vous plaît pas, vous irez voir la police de l'endroit, et vous le direz, mais vous devez quitter absolument l'endroit, pour permettre donc aux Français de s'installer. J'ai connu, moi, un prince de Hohenzollern qui était tout enfant à l'époque, qui n'était pas content du tout d'avoir quitté son château pour laisser la place au maréchal Pétain. Voilà, oui. Bon. Et puis l'autre
les autres documents importants à Sigmaringen, ce sont deux journaux. Un qui est le journal d'un agronome allemand qui a écrit lui également un journal et qui donc permet de vérifier certains points qui se trouvent d'un château l'autre. Et puis après, il y a également le journal du traducteur allemand du PPF, qui, lui, ne vivait pas vraiment à Sigmaringen, mais vivait dans un château à Mengen, donc un peu dans un château, dans une auberge à Mengen, donc pas loin de Sigmaringen, mais qui dépeint également la vie de ces Français à Sigmaringen. Alors j'ai pu constater la chose suivante, et puis j'ai lu également tous les numéros de La France, le journal édité publié par Lucher, qui était le représentant de l'information de ce nouveau gouvernement français à Sigmaringen, et qui est une entreprise de manipulation extraordinaire, avec en première page toujours les victoires allemandes, même au moment où tout est foutu. Il y a toujours une victoire allemande à vanter quelque part. Donc, c'est en gros titre. Et puis, il y a toujours après une des personnalités de Sigmaringen qui fait un article de fond. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est en dernière page, il y a les petites annonces. Alors, les petites annonces qui sont d'un côté tout ce qui va se passer, toutes les mondanités de Sigmaringen, Lucien Delforge qui va donner un récital, Le Vigan qui va lire des poésies, telle et telle personnalité allemande qui va faire une conférence. Et puis, il y a à côté des petites annonces, des recherches de particuliers qui ont perdu un parent quelque part. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on voit des recherches de plus en plus touchantes, étranges. Par exemple, échange dentiers en or contre des vêtements chauds pour l'hiver. Voilà. Donc, on voit la misère qui s'installe. Et d'ailleurs, Scheitel, l'agronome allemand, décrit la misère de ces petites gens de la collaboration qui sont venus l'été et qui n'ont pas d'habits d'hiver. Alors ils s'en vont à Ulm, à 50 km de là, acheter des vêtements, essayer d'acheter des vêtements en espérant qu'ils vont en trouver, ou bien ils continuent en hiver à se promener avec pas des bas, mais cette ligne qui montre qu'on a des bas, mais en fait on n'a pas de bas, c'est-à-dire pieds nus, pour ainsi dire, dans leurs chaussures, même en plein hiver. Et Scheitel également s'étonne que ces Françaises soient fardées, qu'elles soient rousses, qu'elles soient fardées, et ça le choque par rapport aux Allemandes qui sont si correctes, etc. Enfin, c'est un journal intéressant à lire. Bon, voilà. On va passer la parole peut-être à Pierre. Voilà, on passe la parole à Pierre. Alors, on va passer la parole à Pierre, qui a entendu ce qu'a dit Christine, et qui va nous dire comment il a approché, comment il est venu à Sigmaringen. Chacun sait qu'il est passionné par cette époque de l'histoire de France, qu'il connaît mieux que personne. Alors, évidemment, le point de vue est assez différent, parce que le point de départ est différent. C'est à la fois un point de vue de romancier, d'historien, mais surtout de romancier en l'occurrence. Moi, le point de départ, ce n'est ni Sigmaringen, ni Céline, c'est le huis clos. C'est le goût du huis clos, l'intérêt du huis clos. C'était le cas pour Lutetia, que tu as cité tout à l'heure. Et c'est le cas ici aussi parce que tout s'est passé pendant 8 mois dans un huis clos, dans un château. Et même si on sort du château et qu'on va en ville, la ville est si petite et si collée au château que c'est la continuation du huis clos. D'autant plus que
les Français de la ville n'ont pas le droit de sortir. Ils ne peuvent pas quitter la ville sans un Ausweis du Major Bommelburg, de la Gestapo. Et donc, finalement, c'est un huis clos complet, d'autant plus qu'il y a une osmose parfaite entre le château et la ville, ce qui n'est pas le cas partout. Donc moi, mon point de départ, quand j'avais entendu parler de Sigmaringen il y a longtemps, la première chose qui me frappait, c'était ça. Ces gens qui se retrouvent, qui se détestent, pour la plupart, les gens de Vichy se détestent, les intellectuels, les journalistes, les écrivains aussi. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous français et qu'ils ont choisi ce qui s'avère être à ce moment-là le mauvais camp et qu'ils sont obligés de rester entre eux. Ça m'avait frappé il y a longtemps. Mais à partir de là, j'avais laissé reposer les choses parce que je ne voulais pas raconter cette histoire en historien. D'une part, parce qu'il y avait déjà le livre d'Henri Rousseau qui était très bien fait, et puis après celui de Jean-Paul Cointet, et puis surtout parce que je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où l'historien, à un moment, devient impuissant, ne peut pas aller au-delà, parce que l'historien travaille à partir des archives. Et Christine a cité un certain nombre de documents, d'archives. Sans ça, l'historien ne peut pas avancer. Il y a toujours un moment dans une enquête où on a plus ce qu'il faut pour aller plus loin. On sent des choses, mais on ne peut pas les dépasser. Et quand je dis historien, je parle aussi des biographes. C'est la même chose. Et c'est une expérience que j'ai faite en tant que biographe, notamment sur une biographie, celle de Georges Simenon, où je m'étais aperçu qu'il y avait un moment où je ne pouvais pas aller plus loin, notamment par rapport au rapport entre Georges Simenon et sa fille, et cette espèce de folie, de névrose qu'il y avait entre eux, entre le père et la fille. Et je ne pouvais pas, en biographe, raconter ce qui se passait, parce que ça dépassait l'état des documents et des archives. C'est là que je me suis mis au roman. Bref, s'agissant de Sigmaringen, je me suis dit, donc il y a environ 20 ans, laissons les choses se déposer, et quand un personnage surgira, j'irai voir un petit peu si ce personnage peut raconter les choses. Et donc j'ai laissé les choses un peu déposées, et pendant des années, je me suis d'abord interrogé sur une chose, un mystère, pour moi, c'est que les Français ne connaissent pas Sigmaringen. Quand vous leur dites ce nom, c'est ce qui m'est arrivé au cours de mon enquête, la plupart me disaient, mais c'est quoi ça? C'est en Alsace? Dès que ça sonne allemand, c'est en Alsace, de toute façon, par principe. Mais de quoi il s'agit, etc. Je ne parle pas des historiens, bien sûr, qui connaissent, ou des gens qui s'intéressent à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais de bon nombre de Français. Et ça m'avait paru curieux, parce qu'il y a dans notre pays une vraie curiosité, qui est parfois une vraie passion, pour l'histoire de la guerre, pour l'occupation et pour Vichy. Alors là où il y a un mystère, c'est que ces Français qui se sont passionnés pour Vichy ne se sont pas intéressés à l'épilogue. Parce que quand même l'épilogue de Vichy, c'est pas août 1944, c'est avril 1945 à Sigmaringen, pendant 8 mois. Alors cet épilogue, les Français ne le connaissent pas. Ils n'ont même pas essayé de le connaître. Ça, d'abord, ça m'a intrigué. J'ai voulu savoir pourquoi. Et en fait, je me suis aperçu que le centralisme jacobin, qui est quand même un sentiment très fort ici, et qui persiste encore malgré la décentralisation, était déjà si fort à l'époque, et si fort depuis 60 ans, que dans l'inconscient français, la libération de Paris, c'est la libération de la France. Or, on sait très bien que la libération de Paris, ce n'est pas la libération de la France, et ce n'est pas non plus la fin de la guerre. Ça va prendre encore 8 mois. Mais peut-être que des films comme Paris brûle-t-il et un certain nombre de livres ont accrédité dans cet inconscient qu'une fois que Paris est libéré, c'est fini. Or, ce n'est pas fini pour bon nombre de régions françaises et de villes françaises. Et évidemment, pour l'Europe, ce n'est pas fini non plus. Donc, il y avait ça, ce mystère d'un épilogue qui, finalement, n'a pas intrigué des gens qui s'intéressaient quand même de très près à la guerre. J'ai laissé les choses se déposer, j'ai lu évidemment pas mal de choses, et j'ai trouvé le personnage principal, non pas par des livres, mais par des films, qui n'ont rien à voir avec Sigmaringen, qui sont des films que j'ai revus, que j'avais vus plusieurs fois, mais en les revoyant, ça s'est imposé. D'une part, La règle du jeu, de Jean Renoir, qui est en fait, à la 8e revoyure, comme dirait Céline, je me suis aperçu d'une évidence que je n'avais pas vue les 7 premières fois,
c'est que c'est du Marivaux, en fait. Qu'est-ce que c'est? La règle du jeu, c'est 2 étages dans un château, les maîtres et les serviteurs. Et qu'est-ce qu'on voit? Des hommes qui courent après des femmes en permanence. Et pourquoi? Mensonge, trahison, amour, coucherie, adultère, etc. Et c'est la même chose en haut et en bas. Et en fait, c'est du Marivaux, c'est les maîtres et serviteurs. Après, j'ai revu Les Vestiges du jour, grand film de James Avery, d'après un grand livre de Kazuo Ishiguro, qui raconte donc à une époque qui n'est pas très éloignée de celle-ci, pendant la montée des périls en Angleterre, un conte et ses rapports avec son majordome. Et c'est là que le personnage du majordome a commencé à s'imposer. Ensuite, il y a eu des séries, Downton Abbey à la BBC, qui m'a fait revoir de vieilles séries de la BBC, Upstairs, Downstairs, et la saga des Forsyth. Et leur intérêt, c'est que ce ne sont pas des châteaux aristocratiques, mais des grandes maisons bourgeoises, de la gentry, et non pas de la nobility. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les rapports maître-serviteur sont les mêmes dans les deux classes sociales. Avec tout ça, s'est imposée l'idée que ce serait un majordome qui raconterait. Mais tout de suite, pour moi, ça ne pouvait être qu'un majordome allemand, pour plusieurs raisons. La première, suivant l'enseignement de mon maître Cartier-Bresson, à savoir, on voit beaucoup mieux la réalité quand on fait un pas de côté. Il me disait toujours, si tu regardes les choses de biais, tu vois mieux que si tu les regardes de face. Et donc, raconte-les de biais. Et il prétendait que ces photos étaient faites toujours de biais par rapport à la réalité qu'il était censé reproduire. Et c'est effectivement, très souvent, dans ces photos, il y a un pas de côté. Et donc, ce pas de côté faisait que je ne voulais pas raconter, comme je le croyais au départ, Sigmaringen, raconté par les Français de Sigmaringen. Ça ne m'intéressait pas. D'abord parce qu'il aurait fallu choisir un Français, soit du château, soit de la ville. Alors je préférais quelqu'un qui fasse la jonction entre les deux. Ensuite, parce que très vite s'est imposée l'idée que ce que je voulais raconter, c'était pas seulement Sigmaringen, des Français, et c'était en fait une réflexion sur l'obéissance. Or, un majordome allemand, et non pas français, parce qu'un majordome français serait pu être celui du maréchal, par exemple. Un majordome allemand a un double problème, un double cas de conscience par rapport à l'obéissance. Comme majordome, il a été formé à servir, dans l'acception la plus noble du terme. Il ne dit jamais employé, il ne dit jamais domestique, il dit toujours serviteur. Il a une très très haute idée de sa fonction de serviteur, pour lui, mais aussi pour toute la domesticité qu'il a sous ses ordres, qui est très nombreuse, parce que le château est immense. Ensuite, comme Allemand, il a un rapport à l'obéissance que n'ont pas les Français. Et ça, ce serait trop long à développer, mais dans le livre, j'en parle assez longuement. Et la rencontre avec une Française, qui est un personnage que j'ai inventé, ou plutôt que j'ai réinventé, qui s'appelle Jeanne Wolfermann, qui est un nom de fiction, et qui est l'intendante du maréchal Pétain, lequel avait une intendante, mais ce n'était pas elle. Eh bien, cette rencontre va faire qu'elle va le pousser dans ses retranchements et lui apprendre que dans la vie d'un homme ou d'une femme, dans une période de crise comme l'est une guerre, il y a un moment où l'honneur, ce n'est pas d'obéir, c'est justement de désobéir, contrairement à ce que toutes ces valeurs lui ont enseigné à l'école. C'est un homme d'une quarantaine d'années, qui est né à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui donc était dans les tranchées de 14 à 19 ans. Donc c'est ça, c'est cet homme-là qui raconte tout. Et l'autre raison pour laquelle je ne voulais pas faire raconter ça par un Français, et je ne voulais pas non plus que ça soit un livre d'histoire, c'est que les livres d'histoire que j'ai lus sur Sigmaringen m'ont montré une chose, c'est que ce qui s'y passe est tellement dérisoire, politiquement tellement à côté de la plaque, que de le raconter sérieusement, c'est-à-dire frontalement, ça aurait été prendre au sérieux les choses. Prendre au sérieux les bisbilles entre Doriot à Constance et Dea à Sigmaringen, qui chacun dans son coin sont en train de préparer très sérieusement le futur grand parti fasciste unique pour la France de demain, alors que De Gaulle est au pouvoir. Et chacun tapant sur l'autre pour avoir la meilleure place auprès d'Himmler ou auprès d'Hitler pour être le futur grand Führer français de ce futur grand parti fasciste. Et donc prendre ça au sérieux,
c'est entrer dans des discussions sans fin, lire tout ce qu'ils ont écrit là-dessus, ce que j'ai fait, mais que je trouvais tellement dérisoire que je n'avais pas envie d'entrer là-dedans. Et puis surtout, dès le départ dans cette histoire, dès l'installation des Français au château en septembre 1944, jusqu'à leur départ en avril 1945, il y a quelque chose de totalement irréel. C'est-à-dire que non seulement on est dans une sorte d'opéra bouffe à la Offenbach, mais cet opéra bouffe qui est parfois très comique. Et c'est en cela que D'un château l'autre est un livre formidable. C'est qu'il rend la dimension folle et comique de toute cette histoire. Mais cet opéra bouffe, il ne faut pas l'oublier, se déroule tout de même sur un fond tragique, à savoir que tout autour, l'Allemagne est à feu et à sang. Tout autour, ce n'est que ruine et désolation. C'est la famine partout, c'est l'horreur. Pour les civils allemands, c'est un pays qui s'effondre complètement. Mais il y a une sorte de microclimat extraordinaire juste au-dessus de Sigmaringen. Je ne dis pas au-dessus du Württemberg, ni même au-dessus du pays Souabe. Au-dessus de Sigmaringen, il n'y a pratiquement pas une bombe qui est tombée. Une fois, une bombinette est tombée sur une des gares, mais sinon, rien. Alors que tous les soirs, le sol tremblait parce que les bombardiers survolaient Sigmaringen pour bombarder Stuttgart et Ulm, qui, eux, ont eu des dégâts énormes, mais rien n'est tombé parce que c'était une ville sans intérêt stratégique, sur une boucle du Danube, mais aucun intérêt stratégique, et une ville et une région où il n'y avait pas d'usine. Donc ce n'était pas la peine. Peut-être aussi qu'ils ne voulaient pas, qu'ils avaient des ordres pour ne pas bombarder le gouvernement de Vichy en exil, que les Français espéraient bien récupérer pour les juger. Peut-être, ça on n'en sait rien. Toujours est-il que pour rendre cette folie, ce côté principauté de Monaco sur fond tragique, j'espère qu'il n'y a pas de monégasque parmi vous, pour rendre ça, je pense que les romanciers sont mieux armés que les historiens. Bien entendu, grâce aux historiens, ils peuvent monter toute la structure. Mais après, pour donner la dimension humaine, ils sont obligés de faire appel à la fiction. Et c'est pour ça que D'un château l'autre, moi on m'a souvent demandé depuis 6 mois si c'est un livre qui m'avait beaucoup servi. Il ne m'a pas servi historiquement, parce que, bon, Laval me reçoit très souvent pour prendre le thé, et un jour me nomme gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, ça c'est du Céline, hein, c'est plutôt rigolo, mais évidemment c'est faux, et il y a d'autres choses. Donc c'est pas grave, on n'attend pas ça de lui. Quand on a lu ces pamphlets, on n'attend pas de lui qu'il soit exact. Mais la dimension de folie, de comique, et puis aussi de tragédie entre les gens, ça, il le rend magnifiquement, et c'est pour ça que c'est un très bon livre. Donc, évidemment, j'ai commencé par le relire, et puis après, je me suis lancé, d'abord en lisant tout ce qui était paru. Pour ma chance, pendant l'écriture, est paru le livre de Christine sur Céline à Sigmaringen, mais avant, j'avais lu sa communication à la société, enfin au colloque sur DA, ce qui m'a fait aller aux archives nationales, qui étaient malheureusement en plein déménagement. Mais j'ai eu la chance d'arriver dans une salle déserte où on a trouvé, non pas des cahiers, comme vous, mais un microfilm qui fait que je me suis tellement abîmé les yeux que j'aurais pu venir vous voir après, professeur Pouliken, tellement j'étais dans un état... non, parce que lire des microfilms très mal éclairés, 8 heures par jour, pendant 2 semaines, bon, moi je voulais tout lire, non pas tout le journal, hein, parce qu'il a commencé à écrire, je crois, dès qu'il a quitté la Normale Sup, dès sa jeunesse. C'est un journal qui fait des dizaines de milliers de pages, mais c'est tapé à la machine, par sa vieille machine, il n'y a pas un interligne, c'est entièrement microfilmé, il y a peut-être plusieurs milliers de pages que pour Sigmaringen, puis alors tout ça avant, après, et ce qui est incroyable, c'est que cet homme qui était extrêmement intelligent, extrêmement orgueilleux, extrêmement cultivé, reçu major en philosophie à Normale Sup, etc. DA écrit tout ce qui se passe, ce qui est une mine pour le biographe et une mine pour le romancier. Par exemple, ça peut être, je dis n'importe quoi, mais
c'est tout à fait avéré. Hein. Aujourd'hui, lundi 6 septembre 1944, Otto Abetz entre dans ma chambre. Il me propose le poste du ministre du Travail dans le prochain gouvernement. Je vais accepter. La phrase collée à côté, je sors, je vais dans la forêt noire, je vais cueillir des pissenlits pour améliorer l'ordinaire de la soupe, je reviens, je rencontre le maréchal. C'est-à-dire que tout est au même niveau. Il n'y a pas d'hiérarchie de l'information, ce qui n'est pas grave. Parce que moi, savoir qu'on pouvait cueillir des pissenlits à côté du château pour améliorer la soupe, en tant que romancier, ça m'intéresse. Mais savoir aussi qu'Otto Abetz venait dans sa chambre pour lui proposer un job, ça m'intéresse aussi. Donc c'est pas grave si c'est comme ça. Simplement, pour les yeux, c'est très mauvais. Et à la fin, j'en avais assez, plus qu'assez, parce que bon, c'est inéditable, parce que pour l'éditer, d'abord, il faudrait 10 volumes, et ensuite, il n'y a pas une page où il ne faudrait pas 10 notes. Personne ne sait, sauf vous, qui est Georges Soulès. Georges Soulès revient parfois 10 fois dans une page, personne ne sait qui c'est aujourd'hui. C'est Raymond Abellio, mais encore faut-il expliquer qui est devenu Raymond Abellio par la suite. Quels étaient leurs rapports? Oui, oui, mais il faut toujours penser à être pédagogique. C'est pour ça que, d'ailleurs, par parenthèse, l'appareil de notes, tu étais gentil avec l'éditeur de la correspondance Chardonne-Morand, mais il y a des choses aberrantes dans cette... Il y a des erreurs, mais dans ce qui n'est... Mais il y a aussi des choses qui sont, par exemple, juste un point, moi, qui m'a... À un moment, il parle de Simenon. Ça touche à Simenon, moi, tu sais, ça me fait bondir. Bon, il parle de Simenon, cette correspondance, Morand Chardonne, et la note, c'est petit 1, Georges Simenon, romancier, journaliste à la Gazette de Liège. Oui, c'est ce qu'ils ont retenu, c'est ce qu'il a fait entre 16 ans et 19 ans. C'est-à-dire que, bon, oui, effectivement, oui, il a été journaliste, il a été reporter, oui, mais à 19 ans, il a fait autre chose après. Et ça paraît chez Gallimard, qui a publié quand même une 50aine de romans de Simenon. Hein. Et voilà, c'est un peu, c'est triste. C'est triste, il y a des erreurs, des oublis, mais bon, passons. Voilà, donc, je dis à peu près pour la présentation... l'essentiel de mon projet. C'était évidemment passionnant. Je retiens cette atmosphère de huis clos hein, qui ne touchait pas que le château, mais qui touchait l'ensemble de la colonie française. Et puis ce que tu as dit sur qui a rendu l'atmosphère tellement particulière de Sigmaringen. Alors moi, j'ai connu un certain nombre de personnes qui avaient été à Sigmaringen. Ils sont tous morts. À ma connaissance, il n'y a plus que 2 personnes. Il doit y avoir Maud de Belleroche et Lucette Céline, qui sont des anciens de la colonie et qui sont encore vivants et en tout cas en mesure de se souvenir de ce qui s'y est passé. Alors j'ai questionné beaucoup de... Pardon Lucette, grâce à François, je vais la revoir. Je voulais juste lui demander sur quelle musique elle dansait quand elle s'entraînait à danser dans la galerie portugaise du château. Et puis c'est là qu'elle nous a raconté qu'elle dansait donc pendant que Lucien Delforge jouait du piano et que à chaque fois ça coïncidait très souvent avec la fin du Conseil des ministres, parce qu'il y avait un Conseil des ministres régulièrement, très sérieux. Hein, bon, parce que tous ces gens prenaient des décrets, des lois, etc. Et à chaque fois que le Conseil des ministres terminait, ils étaient là en train de danser. À chaque fois, le général Bridoux, ministre de la guerre, sortait et il lui disait il faut aller danser avec moi, et puis il la reprenait, et puis même quand il neigeait dehors, alors qu'elle était pieds nus, il l'emmenait danser sur la terrasse. Enfin, pour raconter ça, il faut être Céline, quoi. C'est inouï. Oui, mais Lucette est très célinienne. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai entendu les témoins encore vivants, il y en avait pas mal, ils m'ont dit on a tous lu les travaux des historiens. Bon, le seul qui ait vraiment restitué cette atmosphère tellement particulière, tellement folle de la VS Sigmaringen, c'était Céline. C'est un peu ce que tu viens de dire. Je voudrais dire, moi, je n'ai connu aucun, sauf Lucette, aucun témoin de l'époque, ni acteur, parce que, bon, ils sont tous morts. Mais j'ai pu, grâce à des archives, des documents, etc., mais aussi, il y a eu des émissions de radio. Alors, il y en a une à France Culture, que je cite dans la bibliographie, et une de la radio allemande, de Stuttgart, je crois, il y a 15 ans. Et j'ai retrouvé les auteurs,
et qui m'ont envoyé le décryptage. Ils avaient fait une formidable émission parce qu'ils avaient interrogé à l'époque Corinne Lucher, je crois, où ils avaient retrouvé des documents où il y avait Corinne Lucher et il y avait énormément d'anciens de Sigmar Heggen qui témoignaient de ce qu'ils avaient vécu, des acteurs. J'ai vu un monsieur, un vieux monsieur à Sigmar Heggen qui est l'ancien coiffeur de Sigmar Heggen, monsieur Gaukel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. Qui est très prolixe quand on lui parle. Et qui m'a raconté, il avait 14 ans quand il jouait avec le fils de la tenancière du Leuven, qui d'ailleurs était une dame très honorable, très, très bien, qui s'appelait Madame Emmerich et pas Frau Furth, et en jouant avec son camarade, ils ont joué avec un revolver et puis ils se sont blessés, enfin le camarade a été blessé et Céline l'a conduit à l'hôpital de Sigmar Heggen. Je voudrais, alors, puisqu'on parle de Céline, hein, quand même dire une chose. Pendant 6 mois, depuis que ce livre est sorti, j'étais dans 35 villes, en France, en Suisse, en Belgique, pour des conférences, des rencontres, etc. Presque à chaque fois, quand j'ai parlé de Céline, j'ai dit ce qu'il y a dans mon livre, et à chaque fois, la réaction était la même. Il y a toujours une personne de l'assistance pour dire « Mais pourquoi vous ne dites pas que c'était un salaud ?» Et à chaque fois, je réponds « Parce que ce n'est pas le sujet. » Il me dit « Mais comment ce n'est pas le sujet ?» Et je dis « Écoutez, je viens de vous exposer ce qu'a fait Céline pendant les quelques mois qu'il a passé à Sigmar Heggen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écrit le livre. Il n'a pas écrit de pamphlets antisémites, il n'a pas écrit de lettres de dénonciation, comme il avait pu en faire avant, il n'a pas pris la parole en public, sauf dans les travées, et les rares fois où il a parlé, c'était dans la rue ou en public comme ça, pour engueuler les collabos français et les nazis allemands, pour les insulter en leur disant « Vous ne comprenez rien, tout est fichu depuis longtemps, vous êtes complètement à côté de la plaque ». Ce qui était quand même relativement courageux parce que la plupart des autres n'osaient pas le faire. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Pratiquement, il s'est mis au service des autres, devenant le médecin des pauvres ou le médecin de dispensaire, comme il avait pu l'être. Il s'est mis au service d'une communauté de 2000 personnes, les Français, ce qui est quand même beaucoup. Il n'était que 2 médecins, docteur Paco, c'est ça Paco Jacot de Remiremont, qui avait des raisons de se sauver de Remiremont, puisqu'il avait été président du groupe Collaboration Locale. RNP. Oui. Pardon? Il était le président du RNP à Remiremont. Du mouvement de Marcel Déat. Oui. Et lui. Et les deux ont réquisitionné le cabinet d'un dentiste allemand qui était mobilisé, et ils ont soigné gratuitement, puisque personne n'avait d'argent, ils ont soigné des tas de gens là-bas. D'ailleurs, je me suis souvenu en écrivant mon livre, les choses remontent, que j'ai connu, en fait, il y a très longtemps, à mes débuts, j'étais journaliste à France Soir. Et je partageais mon bureau avec quelqu'un qui était mon aîné et qui s'intéressait aux livres que j'écrivais. Et un jour, Lucien Combel vient me chercher un soir pour dîner à la cantine et il me dit « Ce type qui vient de passer, c'est pas… » Je dis « Oui », il me dit « Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement. » Et cet homme, qui est mort maintenant, s'appelait François Crouzet. C'était le fils de Guy Crouzet. Et c'était un homme qui nous frappait beaucoup, qui était un peu mon rédacteur en chef, à François, parce qu'il était d'une maigreur, mais il était obligé de porter 5 ou 6 pulls l'un sur l'autre pour se donner un peu d'épaisseur. Et un jour, je lui ai demandé, il m'a dit, parce que j'ai eu une enfance un peu bousculée, j'étais à la Libération dans une ville où on n'avait pas à manger. Et en fait, il a fait partie de ces enfants qui étaient à Sigmar Heggen, qui ont suivi les parents, bien entendu, et on sait qu'il y a eu une forte mortalité infantile, notamment des enfants de miliciens en ville. Céline a soigné ces gens-là, et le soir, quand il rentrait, il y avait encore la queue à l'hôtel Leuven de gens qui voulaient se faire soigner, gratuitement. Ça va être... bon. Bien, quand on raconte ça, il y a toujours quelqu'un pour venir vous voir après et vous dire « Mais vous êtes sûr qu'il n'a pas tué quelqu'un ?» ou je ne sais pas, enfin... Ben, je dis non, non, pas, en tout cas pas cette fois-ci. Mais on ne peut pas lui reprocher. Et comme ce que je raconte, c'est ce qui se passe à ce moment-là, dans cette ville-là,
Je ne parle pas des pamphlets qu'il y a eu avant, je ne parle pas de ce qu'il a dit après. Je ne veux pas qu'il y ait d'anachronisme, je parle de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et à Sigmaringen, il y a encore la petite fille de Karl Richter, le pharmacien. Est-ce que vous l'avez... Oui. Alors, je suis allé 3 fois à Sigmaringen. La première fois, les mains dans les poches, pour m'imprégner. Puisque, contrairement à ce qu'on croit, un romancier, ce n'est pas quelqu'un qui est sous le coup de l'inspiration, mais sous le coup de l'imprégnation. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc, je suis allé comme ça. Et j'ai été partout, sans rien noter, sans rien faire, juste pour m'imprégner des choses. Donc, j'étais au château, de ce qu'on peut visiter du château, mais comme un touriste, hein, sans me faire connaître ni rien. Ensuite, j'ai été dans toute la ville, à la pharmacie Richter. Vous avez vu quand même, il y a une plaque sur la pharmacie. Cette pharmacie a été créée pratiquement au Moyen-Âge. Il n'exagère pas un peu, oui. 1600 et quelques. Oui, ben, la façade. Oui, c'est une vieille pharmacie, hein, mais quand même, ça me paraissait un peu prétentieux. Bref, la pharmacie, les hôtels, l'Oven, etc., le salon de thé, tous ces endroits-là qui n'ont pas tellement changé, pour m'imprégner, les promenades du Maréchal, celles de Laval, un peu autour, pour les refaire. Je suis allé une deuxième fois aux archives municipales, donc, pour lire le maximum de choses, parce qu'ils ont notamment, par exemple, les états de service des employés du château, des domestiques, des serviteurs. Et donc, il y a les prénoms, par exemple, les noms, leur salaire, où ils habitaient. Donc, c'est toujours intéressant de voir tout ça. Et la troisième fois, je suis allé parce que le prince de Hohenzollern a accepté de me recevoir, de me parler et de m'ouvrir toutes les pièces du château. Et ça, c'était bien parce que, notamment la loggia de l'église du château, et qui était celle du prince, et qui permettait à Pétain de voir pendant la messe tout le monde sans être vu par personne, juste au-dessus de l'abside. Mais alors, je vous interromps. Pourquoi est-ce que vous parlez alors du 7e étage où habitait Pétain? C'est le 6e, c'est ça? C'est même pas le 6e. Non, c'est le 3e. Ah bon? Non, parce que moi je n'ai pas eu l'honneur de voir le parce qu'on le mettait à l'Olympe. Mais j'ai fait la visite avec justement Madame Credstone, qui est la petite fille du pharmacien Richter, d'ailleurs, et qui a... Il ne faut pas lui parler trop de Céline. Pour elle, Céline, c'est quelqu'un d'épouvantable. Son grand-père avait des tas de difficultés avec Céline. Il paraît qu'il arrivait en coup de vent, refusant de parler allemand alors que les autres ne parlaient pas français. Il parlait français alors qu'on savait très bien qu'il parlait un peu l'allemand. Et il exigeait qu'on lui donne de la morphine. Il faisait il demandait toujours de la morphine. Or, la morphine était nécessaire pour les blessés qui arrivaient à l'hôpital de Sigmaringen. Et il fallait toujours, pour recevoir de la morphine, il fallait toujours que ce soit paraphé par le médecin conseil allemand. Et ils ont passé leur temps à se battre. Et elle était très remontée à cause de son grand-père contre Céline. Et elle me dit, il y avait quelqu'un au château qui était morphinomane, je voudrais bien savoir qui c'est. Mais ce n'est pas vrai parce que Céline employait beaucoup la morphine, il le dit lui-même d'ailleurs, il employait beaucoup la morphine. Et Madame Bonny, qui a eu une grosse grippe, c'est dans les lettres noires publiées par Almeras sur Bonny, avec Bonny, Madame Bonny, qui a eu une grosse grippe, a été soignée à la morphine. Alors là, je me demande... C'est radical hein, pour la grippe. C'était un drôle de... Oui, un drôle de... Pardon? Ah oui, peut-être, oui. Et alors, elle m'a dit une chose qui était intéressante. Elle m'a dit, vous savez, les Français de la collaboration à Sigmaringen étaient assez aimés, elle m'a dit, étaient assez aimés de la population. Ils étaient gentils, se sont bien comportés. Par contre... C'est par contraste qu'ils ont été aimés. Par contre, l'armée française qui est arrivée après, il y a eu des exactions. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les Français de la collaboration ont investi, ont habité chez l'habitant,
la population locale n'était pas très contente du tout. Moi, j'en ai vu 3 des Sigmaringouins, comme dit Céline. J'en ai vu 3 qui avaient 14 ans à l'époque, et que vous connaissez, c'est Otto Becker, Oui. et 2 autres qui étaient jeunes, tout jeunes à l'époque. L'un est devenu un historien de la ville et qui écrit des articles tout à fait complets et très rigoureux sur cette époque française de la ville. Et l'autre est un collectionneur. En fait, il très gentiment... Oui, il collectionne tout ce qui a trait au passage des Français. Donc il a plein de photos de cartes postales. Il n'a pas de mégots de cigarettes, mais c'est tout comme. Et il est très généreux de tout ça. Donc un jour, ils m'ont invité à prendre le thé chez une dame. On était tous les 3 et on s'est mis à parler de cette époque et ils m'ont donné beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire, c'est que vous m'avez posé la question sur l'étage du maréchal Pétain. Je vais vous dire, c'est là qu'il y a un passage de relais entre l'historien et le romancier. Il était au 3e étage. Le château est fait de telle manière que ça part dans tous les sens. Hein. Oui. Mais comme on surnommait la suite et l'étage de Pétain l'Olympe, oui, j'ai pris comme une licence poétique de dire l'Olympe, c'est ce qu'il y a de plus haut. Vous voyez? Oui, oui. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est anecdotique. Le tour dont parle Christine, le tour des appartements des collaborateurs, ne se fait qu'une fois par an. Il faut tomber à ce moment-là. Donc vous avez intérêt à vous renseigner si vous y allez. Ou sinon, vous pouvez voir pas mal de choses quand même. À peu près un tiers du château, la galerie portugaise, le musée des armes, qui est absolument extraordinaire. C'est unique en Europe et peut-être au monde. Hein. Unique. Et puis d'autres pièces, mais les appartements de Laval, de Pétain, etc., on ne peut pas les voir. Et alors, conservatrice m'a dit mais vous savez qu'il y a un tour annuel. Ça s'appelle Travail, Famille, Patrie. Ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle m'a dit, dans le catalogue, vous cherchez, vous pouvez pas... Mais j'ai dit, le catalogue est en allemand, je ne suis pas très fort en allemand. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas le rater, c'est intitulé Travail, Famille, Patrie. Et il y a des touristes français qui viennent chaque année. Oui, j'ai assisté d'ailleurs à une de ces séances. Il y avait en particulier le président de la Société des Amis de Pétain qui venait d'un petit endroit dans la Creuse quelque part et qui assistait là et qui a vu, on a vu ensemble les appartements de Pétain. Il a essayé de m'enrôler comme membre, mais ça n'a pas marché. Et alors, d'ailleurs, c'était Madame Creston donc, qui fait la visite. Elle est contre Céline et alors elle a dit Céline écrit très très mal, c'est un mauvais écrivain. Mais ça c'est une opinion, qui est intéressante d'un point de vue allemand parce que comme vous le savez, à l'Institut allemand à Paris sous l'occupation, il y avait un certain nombre de gens parmi eux qui n'aimaient pas Céline parce qu'ils le trouvaient trop ordurier. Il faisait trop de mal à la langue française par rapport à la langue que lui. Mais ça vient également, je crois, de la traduction allemande qui est de Böckenkamp, qui travaillait à l'Institut allemand. Et Böckenkamp, il est très répétitif, donc c'est très répétitif. Et puis, il coupe les phrases allemandes coupées. Ça donne un rythme absolument épouvantable. Je crois que d'un château à l'autre en allemand est très mauvais. Puisqu'on parle de traduction, François, je te signale une chose. Tout à l'heure, tu as parlé à propos de la correspondance Morand-Chardonne de France Ladouce, qui est une satire des milieux du cinéma des années 30 par Paul Morand, et qui est une satire totalement antisémite et très cruelle, parce qu'il est très talentueux. C'est paru en 1935-1936. La traduction allemande est parue un an après, 1937. Tu sais sous quel titre? Alors, titre allemand que je retraduis, Le camp de concentration du bon Dieu. France Ladouce. Ça, c'est incroyable. Est-ce que dans la salle, il y a des questions à poser à Pierre Assouline ou à Christine Sauter-Mester? Il y en a sûrement. Marc Loup. J'ai été un peu surpris, ce n'est pas dans votre livre, mais c'est dans des entretiens que vous avez donnés à l'occasion de la parution de votre livre, que vous considérez d'un château l'autre comme un roman assez faible de Céline. Je vous avoue que ça m'a surpris.
Ou en tout cas pas un des meilleurs. Ou Faible n'est pas le mot, hein, mais j'y ai pris un vrai plaisir. Mais pour moi, à côté de Mort à crédit, c'est, disons, secondaire. Mais c'est pour ça, c'est par rapport à ce que j'estime être ces grands livres, c'est-à-dire Mort à crédit, Le Voyage. Voilà, c'est pas... Je dirais pas faible. Est un très grand livre, je ne dirais pas faible, mais pour moi, ce n'est pas un grand livre. Mais bon. Ouais, permettez-moi de ne pas être de votre avis. D'autres questions? Enfin, moi, j'ai apprécié, je peux dire encore quelque chose, j'ai apprécié quand même la façon dont vous, d'un point de vue pas directement, mais vous faisiez allusion à Céline. Par exemple, j'ai un exemple, la galerie portugaise. La galerie portugaise, dans la galerie portugaise, il y a une conque, et dans cette conque, Céline fait coucher les... comment ils s'appellent déjà bon, ces deux vieux qui ont été qui ont été malmenés. Bon, il fait coucher un groupe, enfin deux vieillards, un homme et une femme, qui ont été malmenés par les corvées de bois. Et il les fait coucher là, et vous, ce que vous faites monter Bébert dans la conque et vous voyez le pelage de Bébert, le pelage haut de Bébert se détachant sur la conque. C'est quand même une petite citation de Céline, ça. Bien sûr, mais c'est truffé de citations. On se fait plaisir quand on écrit un livre comme ça, on le truffe de citations. De clin d'œil, du moment qu'il y a eu une personne pour le remarquer, un lecteur, ça suffit. Ça suffit. Vous savez, c'est ce que disait Kieślowski, le metteur en scène polonais. Je ne sais pas si vous avez vu Bleu, ce film extraordinaire de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Dans Bleu, dans Bleu, il y a quelque chose, on va voir si vous l'avez remarqué. Vous savez, donc c'est une femme qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Et elle est complètement à l'ouest parce qu'elle est quand même choquée par tout ça. Et donc elle décide de quitter sa maison et de prendre un petit appartement en ville pour se couper du monde. Et à un moment, elle entend miauler le chat dehors, sur le palier. Et donc, elle ouvre sa porte, elle cherche le chat sur le palier, et la porte se referme. Bon, elle est enfermée dehors. Vous allez me dire, ça arrive. C'est rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, et manifestement, vous ne l'avez pas remarqué, moi non plus, hein, jusqu'au moment où il l'a dit, c'est qu'il a fait un travail, Kieślowski, sur le son extraordinaire, c'est-à-dire que quand la porte claque dans son dos et qu'elle est enfermée dehors, il a mixé dans le claquement de la porte le bruit de la tôle froissée de l'accident de voiture qui a coûté la vie. Vous voyez, donc il y a un rapport des deux. Et donc si on revoit le film, effectivement, c'est un bruit très particulier. Mais sur le moment, qui le remarque? Très peu de gens. Et lui dit, s'il y a une personne qui le remarque, ça suffit. Oui. Micro. Est-ce que vous voulez bien me suivre si je vous invitais à faire un parallèle entre ce lieu clos de Sigmaringen, ce lieu où, pendant un temps long, a lieu une tragédie historique avec des perdants. Nous sommes dans une tragédie, donc ce sont des perdants dont la plupart savent qu'ils ont perdu, quand même. Et puis, par exemple, un lieu, une situation comme Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, mais à Sainte-Hélène, il n'y a qu'une personne. Non, ils sont 16. Oui, enfin. Il y a des maréchaux, leurs femmes. Non, bon, il y a un petit groupe militaire. Il y a 250 personnes en tout. Oui, mais il y a un exilé principal. Pétain aussi. Non, mais il y a quand même une différence. Là, il y a... Non, enfin, pourquoi pas, mais j'essaie de voir ce qui rapproche. Pardon, je repose je fais
respect, je reformule mon invitation. La question n'est pas de faire un parallèle précis, de copier une situation sur l'autre, mais simplement de remarquer la valeur littéraire de situations synonymes de grands espaces, c'est pas une cellule, hein, c'est un grand espace où un groupe politique historique de pouvoir qui a perdu attend la fin. Oui, non, je vois bien. Là, oui, je vois. Oui, c'est séduisant, c'est très séduisant. Encore que, finalement, les situations sont tellement différentes. Le problème, Sainte-Hélène, c'est que l'exil, c'est déjà un huis clos. Je veux dire l'ex-île, au sens propre du terme. Quand on est dans une île, c'est un huis clos en soi. Quand on est dans un pays, c'est différent. Ou dans une très grande ville, le huis clos est un retranchement volontaire. Quand j'ai fait Lutetia, c'est en plein centre de Paris, c'est un palace. Hein. Pour considérer ça comme un huis clos, il faut vouloir. Or, mon héros, le détective de l'hôtel, ne veut pas sortir, jamais. C'est comme une ville. Il a reconstruit sa ville intérieure dans ce palace où il y a tout, en fait. Et donc, c'est une réclusion volontaire. Sainte-Hélène, c'est pas très volontaire, et c'est quand même... voilà, il y a déjà le fait de... Géographiquement, ça change un peu les choses. Mais je vois bien, oui, je vois bien. C'est une belle idée. Vous allez l'écrire? Y a-t-il d'autres questions, monsieur le professeur? Ah, le micro, là. C'est qu'à Sainte-Hélène, les choses sont passées. Tandis qu'à Sigmaringen, la catastrophe arrive. Ça change quand même beaucoup l'atmosphère du huis clos. Enfin, elles sont passées, mais en même temps, ils espèrent... Sans Sainte-Hélène, on n'espère plus grand-chose. Non, pas à Sainte-Hélène. Oui, mais dans les deux cas... Ils espèrent encore à Sigmaringen? Dans les deux cas, il y a une sorte d'espoir, mais jusqu'au mois de janvier. Oui. Jusqu'au mois de janvier, on croit qu'il peut y avoir un retournement de situation. Bon, ça paraît aujourd'hui aberrant, hein, mais par rapport à l'époque, ce n'est pas aberrant. Et quand on relit toute la collection du Journal de la France, ce qu'on a fait tous les deux, c'est assez intéressant. C'est de la propagande, bien sûr, mais... c'était pas absurde de croire que, voilà, après, ça devient complètement délirant. Quand vous voyez qu'en avril 1945, le ministre des Sports du gouvernement de Vichy en exil, parce qu'il y en avait un, ancien champion olympique de natation, ancien milicien à Toulouse, et cet homme organise un marathon pour les Français de Sigmaringen la veille de l'arrivée des Alliés. Je veux dire, on est quand même... Il y avait quand même des choses qui se passaient, mais à l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il y avait à Sigmaringen, pas à Sigmaringen même, mais dans les forêts près de Sigmaringen, il y avait des commandos de miliciens qui se préparaient à envahir la France et qui ont projeté, et c'est arrivé, qui ont projeté des parachutages sur la France. Ils ont été pris tout de suite, ça a été la catastrophe, mais il y avait quand même ce qu'on appelait les commandos blancs et les commandos bruns. Et le personnage de Rétif dans D'un château l'autre, même si Céline dans D'un château l'autre n'aborde pas jamais directement la politique, le personnage de Rétif est le personnage qui représente les commandos destinés à reconquérir la France. L'illusion de tous ces gens, c'était de rentrer en France et de recommencer une nouvelle épuration en France. Christine, je crois, je me trompe peut-être, mais dans mon souvenir, ce qu'on a appelé les maquis blancs, qui étaient entraînés au sabotage, à l'espionnage, et qui ont fait chou blanc, c'est qu'à le dire, après 2 parachutages, c'était pas des miliciens, c'était plutôt le PPF, hein, c'était plutôt les troupes de Doriot. C'était des gens qui s'entraînaient près du lac de Constance et qui avaient des moyens militaires, enfin des armes, enfin tout ce qu'il fallait. Et bon, des SS. Ça n'a pas avec le Sicherheitsdienst, avec le service de sécurité allemand, voilà, ouais. dont le fameux Bickler. C'était leur cri de guerre de ces hommes, c'était idéal
Et la réponse était servir chaud. Oui. Oui. Merci. Pierre Assouline, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez consulté des films, enfin que des films que vous aviez vus avaient fait une différence pour vous. Je me demandais si vous aviez consulté des archives, des films d'information qu'on passait pendant la guerre. Je pense par exemple, Chabrol a fait L'œil de Vichy, qu'il a monté à sa façon, mais est-ce que vous avez eu accès à d'autres films ou d'autres archives de ce type qui justement supportent un peu cette idée que les Français de Sigmaringen, et puis même les autres jusqu'au bout, croyaient encore en la possibilité, de par la propagande de Vichy, qui continuait malgré tout, penser encore pouvoir rentrer en France, comme disait Christine. Alors, le film que vous citez de Claude Chabrol, le de Vichy, ou même celui de Bertrand Tavernier, dont j'ai oublié le titre, non, je les ai vus, bien sûr, mais je ne les ai pas revus pour l'occasion, parce que je voudrais surtout me défendre de tout anachronisme. Alors là, il parle d'avant Sigmaringen. C'est sur l'occupation, donc ça ne servait pas à mon propos directement. En revanche, j'ai retrouvé des bandes d'actualité de l'époque, et notamment sur la libération du château. C'est-à-dire qu'avec l'armée alliée, il y avait des services cinématographiques aux armées qui a filmé l'arrivée des Alliés au château, la libération du château. Il y a même toute une mise en scène où on voit le café encore fumant du maréchal Pétain, avec le journal La France bien étalé comme ça. Donc il y a une petite mise en scène, mais c'est très intéressant parce qu'on voit les Alliés s'installer au château, etc. Donc ça, je les ai consultés. J'ai aussi retrouvé les bandes de la radio, de Radio Sigmaringen, qui existent, de retranscriptions pour voir quels étaient les programmes des informations, quel genre de musique française on diffusait à ce moment-là, pendant ces 8 mois là-bas. Sinon, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de choses de fait sur Sigmaringen en cinéma. Non, peut-être pas sur Sigmaringen, mais au niveau de l'anachronisme, pas tout à fait C'est-à-dire non plus avec le film de Chabrol. Par rapport à l'espoir de revenir, dont vous parliez, moi, je ne trouve pas ça absurde. C'est vrai que les gens aujourd'hui disent quelle bande d'imbéciles, comment est-ce qu'ils ont pu imaginer un seul instant, avec De Gaulle au pouvoir, etc., la nouvelle France mise en place, qu'ils allaient revenir, etc. C'est facile de juger aujourd'hui. Mais encore une fois, jusqu'en janvier 1945, ce n'est pas si absurde pour 2 raisons. C'est la raison pour laquelle Lucher, le 15 décembre 1944, débarque dans un des banquets du château avec du champagne. Et il dit, dans 15 jours, on est à Paris. Et il débouche le champagne. Pourquoi? Parce que c'est le moment, en décembre, de la contre-offensive von Rundstedt dans les Ardennes, et qui est très inquiétante pour les Alliés. Les troupes américaines ont des dégâts considérables à ce moment-là. Donc pendant 15 jours, 3 semaines, il y a un vrai doute sur ce que va devenir de la guerre. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier, je ne parle même pas seulement du fait que toutes les radios alliées ou allemandes étaient des radios de propagande, et que les gens n'écoutaient que ça, et que même la BBC était une propagande. Et donc, ils étaient martelés en permanence. Il y a une chose, il y a une rumeur qui n'a jamais cessé pendant tous ces 8 mois. C'était une rumeur qu'on retrouvait dans toutes les conversations, que ce soit en ville, que ce soit au château, dans les dîners, dans les déjeuners, sur les armes secrètes du Reich. C'est-à-dire que les gens ne parlaient que de ça. Et comme ils se souvenaient tous des dégâts des V1 sur Londres, eh bien, ils parlaient des V2 en se disant, les V2, ça va changer le cours de la guerre, et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, ce n'était pas totalement absurde de se raccrocher à cette idée, d'autant plus que les V2, ils étaient quand même bien avancés. Donc, ce n'était pas absurde de penser. Mais à partir de janvier, non seulement la contre-offensive des Ardennes a fait long feu, la situation s'est retournée, les V2, ça commence à être lointain, et puis surtout, il y a un événement qui sonne le glas des espoirs de tous les collaborateurs, c'est la mort de Doriot. Le fait que sa voiture ait été bombardée, mitraillée par un avion allié
sur la route qui le menait à Sigmaringen, comme par hasard. Il est mort. L'enterrement de Doriot, c'est l'enterrement de tous les espoirs des collaborateurs, quels qu'ils soient, qui étaient français et qui étaient à Sigmaringen. Après, c'est fini, ils n'y croient plus. Alors, ce n'était pas à Sigmaringen, c'était sur la route de Constance à Mengen, parce que Doriot n'a jamais voulu venir à Sigmaringen. Il a envoyé sa femme se faire soigner de la gale par le docteur Détouche à Sigmaringen, mais il n'a jamais voulu venir à Sigmaringen. La rencontre il devait se rencontrer avec Déa à Mengen, et c'est là qu'il a été mitraillé. S'il n'y a plus de questions... Monsieur. Oui. Une simple question, la réception de votre livre, vous allez en parler, vous sentez certainement réaction du public, des gens qui vous invitent. Est-ce qu'on considère ça comme un livre sur Céline, un livre sur le maréchal Pétain et ses gens à Sigmaringen, ou tout simplement un livre du grand écrivain qui est Pierre Absouline, et le thème est ensuite secondaire? Ça me ferait plaisir que ça soit considéré comme un livre d'un grand écrivain, pour tout vous avouer. Mais enfin, ce n'est pas vraiment le cas. Non, ce n'est pas un livre sur Céline, puisque Céline n'y a pas le rôle principal, même s'il est un des acteurs. Non, moi, ce qui me frappe, parce que j'ai eu beaucoup de rencontres, de débats avec des lecteurs très animés, des gens qui s'intéressent à la guerre, mais aussi pas mal de jeunes. Ce qui me frappe, non, c'est l'intérêt pour Vichy. Ce qu'est devenu Vichy, et pour les gens de Vichy, c'est ça. Il y a des questions, les gens savaient des trucs sur DA, que moi j'ignorais. On a l'impression que depuis des années, ils ne disaient que ça. Et puis en plus, ils s'engueulaient. Parce que je me rappelle, un des premiers débats, c'était à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche. À un moment, je dis que parmi les 2000 Français qui étaient en ville, bon, on sait qu'il y avait 500 miliciens, il y avait la rédaction de Je suis partout, Rebatté, etc., des écrivains, des intellectuels, Corinne Lucher, et puis il y avait des civils français. Et alors j'explique à chaque fois, je dis, les civils français, on me dit, mais qui c'est ces civils? Je dis, c'est pas des collabos et c'est pas des résistants. C'est-à-dire des attentistes, comme la majorité des Français, mais je pense que pour la plupart, ils ne sont pas pétainistes, mais maréchalistes, c'est-à-dire fidèles à... Il ne faut pas oublier, on est en 44-45, c'est-à-dire les anciens combattants, ils sont quand même très nombreux. Pour eux, Pétain, c'est l'homme de Verdun. Donc fidèle au maréchal, l'homme de Verdun, premièrement. Mais ce que je disais à Toulouse, et ça ne leur a pas plu, c'est que ce sont des gens qui ont écouté la radio, ces gens-là, et à la radio, on leur disait, en août 1944, si De Gaulle arrive au pouvoir, les communistes seront au pouvoir. Et si les communistes seront au pouvoir, ils vont vous découper en morceaux. Donc il y a des tas de gens qui ont pris peur, qui ont paniqué, qui se sont dit on va partir pendant 15 jours, 3 semaines, et on reviendra. Et où aller? Eh bien, on va aller là où est le maréchal, parce que le maréchal nous protège, comme il le fait depuis 4 ans. Donc comme il était à Sigmaringen, ils ont été à Sigmaringen. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ont beaucoup plus paniqué dans le sud que dans le nord. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu bien plus tard, grâce aux historiens de l'épuration, que l'épuration est de plus en plus sauvage selon qu'on descend du nord vers le sud de la France. Parce qu'on a le sang beaucoup plus chaud dans le sud que dans le nord. Écoutez, je vous assure, vous êtes toulousaine peut-être, pardon, mais je voyais, c'est bien ce que je pensais. Je vous assure, mais même à Toulouse, on me l'a confirmé, pas du tout qu'ils ont sang chaud, c'est pas ça, mais que les réactions, on a fait un tableau qui est très intéressant. Reportez-vous aux travaux de Peter Novick, notamment sur l'épuration, qui sont vachement bien faits et qui montrent que l'épuration, attention, sauvage, pas judiciaire, l'épuration qu'on appelle la justice au coin du bois, a été beaucoup plus, disons, douce, entre guillemets, dans le nord, et puis plus on descend, bon, à Paris c'est encore autre chose, parce que Paris, tout le monde se connaît, et puis quand on descend, c'est beaucoup plus violent, et même en Corse, où il y avait très peu de collaboration et beaucoup de résistance, beaucoup de maquis, en Corse, c'était beaucoup plus radical, parce que c'est une question de tempérament. Ça compte. Tempérament compte. Vous n'êtes pas d'accord, oui. Prenez le micro parce qu'on vous entend mal. J'en profite pour vous demander si la rumeur rapportée par Céline et sa propre terreur de l'arrivée des tirailleurs sénégalais était partagée par les habitants de Sigmaringen.
Alors, ça me permet de reprendre ce que disait Christine tout à l'heure. C'est vrai que les gens que j'ai interrogés, les Allemands de la ville, m'ont dit, au départ, quand les Français sont arrivés, en 1944, donc les collaborateurs, on l'avait mauvaise pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils étaient plus nazis que les nazis, et ensuite parce que, bon, ils étaient français, et puis on n'avait pas envie de les avoir chez nous, chez l'habitant. Mais on les a supportés. Mais par contraste, quand sont arrivés les libérateurs, on était content d'être libérés, parce que c'était la fin de la guerre. Mais en même temps, c'est vrai que c'est ce qu'avait annoncé la propagande allemande. Vous verrez, si les Français, si c'est l'armée rouge, ils vont voler, violer, piller et vous tuer ensuite. Si c'est les Français, c'est la même chose, mais je cite ce qu'ils disaient à l'époque, c'est la même chose, mais comme c'est une armée coloniale, ça sera fait par des Arabes et des Nègres. C'est ça qu'ils disaient. Eh bien, évidemment, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux savaient ce qui s'était passé lors de la libération de l'Italie, après Monte Cassino, Naples. Si vous voulez avoir une vision de ça, vous lisez La peau de Malaparte et regardez, je ne sais pas si vous avez vu le film de Liliana Cavani, qui est terrible, terrible sur la peau, aussi fort que le livre. Eh bien, c'est vrai qu'ils ont gardé un souvenir contrasté de leur libération par les troupes coloniales françaises. C'est ça qu'on leur annonçait. Et puis n'oubliez pas aussi le traumatisme allemand, enfin l'humiliation allemande après 1919, l'occupation de la Ruhr par une armée française avec des tirailleurs sénégalais. Et pour eux, c'était l'humiliation suprême. Donc ils les voyaient revenir en quelque sorte. Pardon ? Il n'y a plus de questions. Alors voilà, voici venu le temps des adieux ou des au revoir. Mais avant le temps des au revoir, je voudrais passer au temps des remerciements. Merci Christine, merci Pierre. Je crois que nous avons passé... Nous avons passé 1 heure et demie passionnante, et l'un complétant l'autre, et je me réjouis d'avoir organisé cette confrontation. Je remercie aussi, bien sûr, tous les participants, et plus encore ceux qui sont intervenus par des communications qui ont été toutes de très haut niveau. C'est un colloque qui a été, me semble-t-il, très réussi et très intéressant, et nous lirons les actes du colloque avec le plus grand intérêt. Et puis, bien entendu, je ne veux pas lever cette séance sans remercier notre hôte. Nous sommes chez vous, monsieur le professeur, grâce à vous, des locaux parfaitement adaptés à ce type de colloque, un personnel attentif, adorable, j'allais dire, et puis une réception vraiment très somptueuse. Sans vous, ce colloque n'aurait pas été ce qu'il a été. Voilà, merci à tous. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 ans, quelque part dans le monde, puisque notre colloque sera organisé à l'étranger. Nous tâcherons d'en décider demain lors de notre Assemblée générale. En tout cas, je vous exprime ma très très grande satisfaction de voir que d'abord la salle a beaucoup participé, et puis les intervenants ont tous été de grande qualité. Voilà. Merci, notre colloque est terminé.